Aujourd'hui, on fait le patron de la communauté. Alors, à l'heure où je suis en train d'enregistrer, je vous ai pas encore informé de quel modèle a remporté vos votes. C'est tout simplement le trench coat. D'ici que je sors cette vidéo, j'espère que je vous l'aurai communiqué quand même. Dans mon esprit, je veux pas reprendre à l'identique le trench coat. Je voudrais justement le détourner un petit peu, rajouter ma petite patte avec mes finitions. Mais je me rends compte qu'en termes de timing, là, ça commence à devenir un peu difficile parce qu'on est déjà le 7 février et il faut impérativement que fin février, j'ai déjà une version suffisamment finalisée pour que je puisse donc commencer à grader parce qu'en gros, mi-mars, il faut que j'envoie aux testeuses. Il me reste à peine 3 semaines pour faire une première base de trench et je pourrais toujours rajouter par la suite les finitions, sachant que c'est pas des grosses finitions, c'est plutôt des petits points de détail que je rajouterai. Donc je peux très bien en fait les travailler de mon côté, vous les soumettre au vote la dernière semaine de février et les intégrer dans les instructions de patronage plus tard entre début mars et mi-mars avant de l'envoyer aux testeuses. Ça me semble un bon plan d'action, donc ce que je vous propose, on s'attaque au patronage. Je vais sortir mon inspiration Cézanne, donc comme je vous l'ai dit, je vais rester vraiment sur la même base que le trench Cézanne. J'ai juste une petite idée de variation dans le dos, mais c'est tout ce que je vais intégrer comme variation et on verra après pour le reste. Donc on va se mettre sous les yeux le modèle. Comme ça, je perds pas le fil. Donc mon Pinterest. Alors le problème, c'est que je me rends compte, c'est que les photos, j'en ai aucune qui est vraiment bien précise où je vois tous les détails en même temps. Donc je pense que je vais me faire un petit dessin technique pour justement m'indiquer tous les points de détail. Comme ça, je les garde bien en tête sous les yeux pendant que je ferai le patronage à plat. Parce que là, si je dois regarder plusieurs photos, je vais forcément me perdre à un moment. Donc le plus simple, un petit dessin technique. Je continue à l'appeler trench, mais après avoir fait quelques recherches sur l'histoire du trench coat, je me rends compte que la version Cézanne est tellement minimaliste que je suis pas très certaine de pouvoir continuer à l'appeler comme ça. Sur internet, on trouve pas mal d'informations sur l'histoire de ce manteau. Initialement, c'était un vêtement militaire. Ça matche plutôt l'actualité, hein, restons dans le militaire. Du coup, il y a plein d'éléments qui sont en rapport avec les codes militaires. Par exemple, les épaulettes. Elles servaient à attacher leur grade. Et au niveau des ceintures, apparemment, il y avait des anneaux qui servaient à fixer des grenades. Ouais, rien que ça. Et au niveau des bas-volets, alors on le sait tous, leur fonction première c'est de faciliter l'évacuation de l'eau de pluie, mais le bas-volet de devant, lui, il avait également une seconde fonctionnalité, il servait à protéger du recul du fusil. Alors j'imagine qu'à l'époque, leur bas-volet devait être un peu rembourré, parce que je vois pas ce qu'un tissu en gabardine pourrait protéger contre la force du recul d'un fusil. Tandis que le bas-volet dans le dos, lui, il avait une autre fonctionnalité, il pouvait être rabattu pour faire une capuche. Franchement, ça c'est super bien pensé. Dommage que de nos jours, nos bas-volets soient rattachés aux manches parce que, de fait, impossible de le rabattre. Mais franchement, on devrait garder l'idée. Et parlons des poches. Il y en avait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du trench. Ça servait pour cacher des cartes topographiques et des munitions. Du coup, là, quand j'y repense, je me dis, ce serait pas mal de faire des poches à l'intérieur de la doublure, histoire de cacher nos munitions. Bref, moi, la version de Cézanne, maintenant que je la regarde, je me dis, elle est vraiment très minimaliste en comparaison. On a un peu perdu l'essentiel de toutes les spécificités qui faisaient le trench, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de bas-volets, on n'a plus les sangles sur les épaules ni sur les manches. Bon, par contre, on a quand même conservé le col large, les manches raglants. On a aussi rajouté des éléments pour le rendre plus élégant, avec les surpiqûres, des poches raglants, des boutons larges, 5 à 6 boutons max, pas besoin d'aller jusqu'au bas du manteau. L'intérieur aussi, il est très bien travaillé, avec des parbentures et une doublure. Et au niveau des coutures, on a des coutures dites... alors attendez, comment ça s'appelle déjà ? Je me rappelle jamais. En anglais, on dit flat felt seam. C'est le problème, quand on passe son temps à regarder des vidéos sur YouTube en anglais, au final, on n'a plus le vocabulaire français. Attendez, je vais chercher dans mes nombreux bouquins, je dois bien en avoir au moins un qui va me donner l'information, d'accord ? Bon, ça s'appelle comment les flat felt seam, là ? En français, merci. La gamme de montage, on s'en cogne. Technique du mot à pli, donc c'est pas le pli qui m'intéresse. On va chercher donc couture pour démarrer. Les finitions. C'est les coutures anglaises ? Non, parce que les coutures anglaises, c'est à l'envers. Je crois que c'est des coutures rabattues. C'est une couture rabattue. Ok. Super important, parce que quand on a couture rabattue, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des marges de couture un peu plus longues pour permettre justement la partie où on rabat.
Donc effectivement, il faut que je le prenne en considération quand je ferai mes découpes de patron. Maintenant qu'on a le dessin technique, ok, je vous l'accorde, c'est le dessin technique le plus pourri de la planète, mais en fait c'est suffisant pour lister toutes mes pièces à dessiner, car c'est ça l'objectif, hein, c'est d'en oublier aucune pendant la phase de patronage. Donc on se liste les pièces. Déjà, il y a 2 pièces devant, 2 pièces dos, 2 manches raglan devant et dos. On a également toute la partie doublure, donc on va avoir 2 doublures devant, une doublure dos coupée au pli, 2 parmentures devant, une parmenture dos coupée au pli également, 2 parmentures manches. On n'oublie pas que les parmentures sont entoilées, donc on prévoit une déclinaison des pièces de patronage pour celle-ci. Ah, j'ai oublié mon col. J'ai rien oublié. Si les poches... Alors, là, les poches, c'est un peu un cas particulier. J'avais visionné dans ma tête un certain type de poche que j'avais en tête comme étant des poches paysannes, sauf que vous me connaissez, mon côté aléatoire avec les termes techniques font que j'ai dû ressortir les bouquins pour vérifier si c'était bien des poches paysannes. La poche paysanne, là voilà, j'avais le bon terme. Donc, poche paysanne, 2 fois. Et non, le terme poche paysanne n'est pas bon non plus. En fait, quelques temps après, j'ai sorti un autre bouquin, de stylisme cette fois-ci, où on propose plutôt le terme de poche en biais à revers. Oui, un second terme pour le même type de poche. Et un peu plus tard, au moment du prototypage, lors de ma recherche de tutoriel pour connaître la meilleure façon de monter ce type de poche, je me suis retrouvée face à un guide intergalactique. Oh, surprise. Rien, strictement rien autour du terme poche paysanne ou poche en biais à revers. Par contre, j'ai trouvé pléthore de tutoriels autour de la poche raglan qui s'avère exactement le même type de poche que les 2 précédentes. Donc conclusion, on va retenir le terme poche raglan, hein, parce que comme ça, si plus tard mes instructions vous suffisent pas au moment de monter les poches, vous pourrez toujours utiliser le terme poche raglan sur internet et retrouver des tutoriels. Ce qui serait pas le cas si j'utilisais 2 autres termes. Et là, bonjour la frustration. Au-delà de ça, je peux pas m'empêcher de me poser la question de pourquoi utiliser tant de termes divers et variés pour le même modèle de poche. Ça sent un peu le bullshitage quand même tout ça, non? Un peu comme dans le monde du conseil, vous savez, cette habitude qui consiste à noyer le client sous plein de termes techniques pour qu'il se sente tellement désemparé qu'il n'imagine plus travailler sans le consultant, et bien sûr celui-ci se permet de facturer des sommes mirobolantes par jour. Bonjour le monde du conseil! Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de monter sans technique avec le niveau de qualité le plus bruyant qui soit. Je me suis rajouté le maximum d'informations pour moi et j'ai également décompté toutes mes pièces pour en oublier aucune, surtout l'aspect doublure, parce qu'en fait ma doublure intérieure va être légèrement différente en forme comparée à la coque extérieure, donc c'était important de bien me le noter. Et également j'ai pris quelques mesures, donc la longueur du trench du col jusqu'à l'ourlet, il y en a pour 108 cm, c'est une estimation approximative, je me suis mesurée sur moi-même pour voir la longueur la plus optimale. Je la rectifierai probablement à l'essayage avec la première toile. À ne pas oublier, ça c'est la mesure pour quelqu'un qui est d'une petite stature. Je suis à peine 1m60. Logiquement, quand je patronnerai, je le ferai pour une stature 1m68, donc ça veut dire que je vais réadapter la longueur pour une stature 1m68. Soyons réalistes, la réadaptation du patron pour la gradation, je vais probablement la faire dans 2 ou 3 semaines. Ça se trouve, d'ici là, j'aurais oublié de faire la modification de la stature. La bonne nouvelle, c'est que ma mère fait 1m68 et je vais me servir d'elle comme mannequin cabine. Je m'en rendrai compte a priori avant de vous partager le patron. Et pour les autres mesures, donc là en fait j'ai prévu une largeur de 132 cm comme vous pouvez le voir. En fait pour déterminer cette largeur j'ai tout simplement pris un de mes plus gros pulls et donc j'ai mesuré donc, la largeur à ce niveau là juste sous les bras. Et j'ai rajouté également encore 5 cm, ce qui fait que je suis à 132 cm, donc c'est parfait. Ça me permet donc de pouvoir enfiler le trench par-dessus un gros pull et en même temps, ça reste suffisamment large autour de mes hanches vu que je suis à du 110. Donc là, on a plus de 20 cm d'aisance, c'est parfait. De toute façon, c'est censé être un trench oversize, donc je pense que là, on est tout à fait dans cette démarche. Vous voyez probablement rien parce qu'effectivement les crestillons sont très fins, mais là je suis en train de regarder la manche et donc comme on est sur du oversize, je suis en train de me poser la question est-ce que je dois commencer déjà à travailler la longueur de l'épaule parce que c'est une manche raglan, et pour être très honnête avec vous, j'ai jamais fait de manche raglan,
Donc je pense que ça va être encore un gros sujet. Et donc là, je suis en train de regarder justement sur le site de Cézanne, sur le modèle, si on arrive à avoir un peu plus de détails pour se rendre compte où se situe la tête de manche, si on peut avoir un aperçu. On peut pas vraiment dire si la tête de manche est très prolongée ou pas, vu que y a pas de tête justement. Donc j'arrive pas à me rendre compte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça descend très bas. Ça tombe bien, chez moi aussi, ça descend à 24, c'est pratiquement à la hauteur de la poitrine. Et j'ai l'impression que c'est un peu le cas. C'est un petit peu plus haut quand même pour eux. Mais je vais rester sur cette vue-là parce que pour moi, en fait, si je veux pouvoir enfiler un pull en dessous, il fallait vraiment qu'il y ait une hauteur de tête de manche de 24 cm pour être à l'aise. Donc je vais rester sur cette position-là. Je vais faire mes modifications et je pense que je vais travailler beaucoup plus en mode toile pour la partie manche. Parce qu'en réalité, je sais pas trop par quoi commencer. Donc, pour la manche raglan, comme vraiment j'en ai jamais fait, ce que je vais faire, c'est je vais me baser d'abord sur les instructions de mon livre de patronage, mais surtout, je finirai en la retravaillant directement sur le mannequin, donc en mode drapé. Sauf que maintenant que je vous dis ça et en regardant mon mannequin, je me dis, elle a pas de bras, la pépette. C'est pas bloquant parce qu'il se trouve que dans mes livres de patronage, j'ai les instructions pour créer un bras sur mesure pour mon mannequin, donc je pense que c'est une de mes étapes que je vais faire plutôt pendant la semaine. Parce que là, pour ce week-end, je pense que je vais plutôt essayer de me faire une première toile de base avec mes instructions. Et on fera le drapé, je pense, la semaine prochaine. Vous m'avez vu juste avant dessiner mon buste de base et rajouter des aisances au niveau de la poitrine. Sauf que ça suffit pas. Comme vous allez porter en dessous potentiellement un autre vêtement assez épais, dans mon cas le pull, si vous gardez les mêmes niveaux des encolures, des épaules, etc., ça va être trop serré parce que vous aurez double épaisseur avec la même taille, distance. Donc ça va être tout engoncé au niveau des épaules, sous les bras, etc. Donc là, je dois faire des élargissements sur mon buste de base que je viens de dessiner. Je vais pas l'inventer, je vais me baser donc sur l'ouvrage ici de Patrick Genevet qui est le modélisme et la couture, et c'est le volume 1. Les mesures, on les a dans le tableau, donc tout en détail par type de vêtements. Donc ici la robe, la veste et le manteau. Je vais me baser ici sur le manteau. Et j'ai même plusieurs schémas en fonction du buste de base que j'utilise. J'ai bien les indications partout comment faire les élargissements. Je vais m'en servir pour le mettre en œuvre sur mon buste de base qui est juste là. Donc là, je suis sur le dos et j'avais commencé à pratiquer une modification, mais c'était pas du tout ce que je devais faire parce que je vais la faire après coup. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de conserver la pince. Donc on va corriger ce que j'avais fait là. Les élargissements du buste de base, c'est l'équivalent de la gradation. Étant donné que vous effectuez des augmentations de certaines mesures pour pouvoir adapter le fait qu'il y ait 2 couches de vêtements. Donc rien de très compliqué, faut juste suivre les instructions. En fait, mon seul regret est que je me sois pas très bien organisée ce jour-là. Parce que mon tableau de mesure, il était pas en vis-à-vis de mon schéma. Et donc j'ai perdu pas mal de temps à tourner et retourner les pages pour chacune des mesures que je devais reporter sur mon patron. Bref, une perte de temps que j'aurais pu m'éviter en imprimant dès le départ le tableau des mesures pour l'avoir constamment sous mes yeux avec mon schéma et ainsi pouvoir suivre plus facilement. Quand vous débutez, vaut mieux optimiser le process en le rendant le plus simple possible. Une fois que j'ai fini d'adapter mon buste de base afin qu'il soit suffisamment large pour un manteau, je suis passée à la création de la manche raglan. Alors pour créer la manche raglan, il faut démarrer du buste de base qu'on vient d'élargir et d'une manche classique. Vous les rattachez ensemble. Il faut également pivoter la pince du dos vers la manche. Alors attention, la pince là, elle n'est pas refermée. Vous allez donc avoir un excès de tissu à la pliure du bras, d'où les fameux plis qu'on retrouve toujours sur ce modèle de manche. Par contre, dans mon cas, c'est problématique. Comme j'ai les épaules enroulées, ça fait quand même un excès de tissu un peu trop important pour moi. J'ai décidé d'improviser en pivotant la pince dans la couture entre la manche raglan dos et le dos. Et en soi, ça s'est révélé plutôt une bonne approche. Par contre, comme je vous l'ai expliqué, c'était une première pour moi faire une manche raglan, donc forcément, en tant que bonne tâtonneuse que je suis, je me suis plantée, j'ai pas réussi à faire mon pivotage de pince du premier coup. Ce qui fait que j'ai dû recommencer. Sauf qu'avec cette méthode, en fait, vous devez découper le buste de base que vous venez d'élargir pour pouvoir créer la manche raglan. Donc si vous vous plantez, vous vous retrouvez à devoir redessiner l'intégralité de votre buste que vous veniez d'élargir, ainsi que la manche, etc. Bref, vous repartez de zéro. C'est un peu la loose. Je me suis retrouvée à redécalquer à nouveau mon buste de base, à nouveau faire le travail d'élargissement, redessiner également la manche, etc. Bref, j'ai fait 2 fois le job. La bonne nouvelle, c'est quand vous faites pour la 2e fois, ça va forcément beaucoup plus vite et en même temps, vous retenez bien mieux les instructions pour la suite.
Voilà, comme vous pouvez voir, je suis revenue au point précédent où cette fois j'ai pu poser mes empiècements. L'avantage quand vous faites, c'est que ça va toujours beaucoup plus vite parce que ça y est, vous commencez à prendre. Ça m'a pris donc à peine 20 minutes pour refaire tout mon buste avant, les élargissements et donc découper les empiècements. Petite précision, vous le voyez peut-être, mais j'ai commencé donc à faire mon buste sur le papier cartonné et au moment où il a fallu donc découper l'empiècement, j'ai retenu ma leçon, j'ai pris sur du calque. Comme ça, je vais pas avoir à chaque fois à recréer tout mon buste avec ces élargissements au cas où je me plante à nouveau. Et encore, je vous montre, en fait, j'avais commencé à découper et arrivé à la pince, j'ai eu un doute, je me suis dit comment je dois manipuler ma pince. C'est là où je me suis décidée à passer sur papier calque. On se retrouve 2 bonnes heures plus tard avec enfin une manche raglan de finaliser. Alors pour être très honnête, la forme de ma manche ne ressemble pas du tout au schéma de mes instructions. Est-ce que ça a fonctionné? J'avoue, j'en ai aucune idée, c'est ma première version. Et j'ai envie de vous dire, j'ai un mannequin qui est là justement pour faire ce test et voir si ça fonctionne. Donc l'avenir nous le dira, si j'avais réussi ou pas. Bon bah Gertrude, il n'y a plus qu'à s'attaquer à ton bras. Logiquement, dans ce bouquin-là, j'ai tout le patronage tracé du bras bourré. J'ai le patron, la réalisation, comment faire l'intérieur de l'épaule et le montage. Bref, j'ai pas d'excuses. Et donc comme vous pouvez le voir, il s'accroche là avec cette petite bande directement sur le mannequin. T'es contente Gertrude, tu vas enfin avoir des bras. Non, pas des bras, un bras. Ok, c'est le moment de découper le tissu pour mon bras rembourré. Et je suis en train de me dire, c'est peut-être le moment d'exploiter toutes mes restes de toile là. Je crois que ça devrait faire mon bonheur. Je devrais pouvoir faire mon bras avec ça. Si je peux avoir des jambes, ce serait idéal. Ouais, tout rentre. Comme je dédie mes week-ends à créer mon patron pour mon trench coat, mes soirées en semaine ont été dédiées à mon bras rembourré. Il n'est pas compliqué, hein, vous avez des instructions, vous les suivez. J'ai essayé de créer un bras rembourré à partir de mes restes, c'est-à-dire j'ai utilisé mes chutes de toile pour faire le bras rembourré. Et pour le rembourrage, j'ai utilisé en fait les restes de ma tête de lit. Alors, la partie du rembourrage, c'est peut-être celle qui s'avérait la plus complexe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de la mousse pour la partie centrale pour occuper le maximum d'espace et je l'ai enroulé dans du molleton pour avoir cet effet un peu arrondi. Et bien sûr, il faut y aller progressivement parce que vous allez devoir encore rembourrer pour essayer de sculpter la vraie forme du bras. Vous pouvez pas vous contenter de mettre la mousse comme ça à l'arrache en espérant que ça prenne la bonne forme du bras. C'est pas du tout le cas, donc faut y aller petit à petit. Et maintenant qu'on a un bras, je vous propose qu'on passe à notre trench coat et qu'on monte notre toute première toile. Ça y est, j'ai déjà fait ma première boulette. J'étais en train de m'apprêter à découper la deuxième partie de la manche. Et en regardant de plus près la manche, je me suis dit, tiens, je suis pas sûre qu'il y ait des marges de couture incluses dans mon patron. Ce qui m'étonnait parce que j'ai souvenir d'avoir dessiné des marges de couture cette semaine. Sauf que là, je viens de prendre un peu de distance et de me rappeler que les marges de couture que j'ai faites, c'était pour les pièces du bras à rembourrer. Donc non, il n'y a pas de marge de couture et donc ma première pièce que je venais tout juste de finir de découper, elle n'est pas bonne. Bon, c'est bien que je me rende compte avant de découper la deuxième partie de la manche, on n'est pas trop avancé, donc c'est encore rattrapable. Mais c'est bien dommage de ne pas y avoir pensé plus tôt. Alors dès le montage de la première toile, je me suis aperçue d'une chose, c'est que ce manteau, il va avoir plein de courbes inversées. Et vous connaissez la problématique des courbes inversées, c'est que vous allez passer votre temps à retravailler les coutures, donc notamment en crantant, ensuite il faut repasser, beaucoup presser. Au final, on sculpte énormément les coutures. Bon, en même temps, c'est un manteau à manches raglan. Les manches raglan, ça n'a jamais été considéré comme l'option la plus simple en couture. Donc j'imagine qu'il faudra faire avec. On peut définir que ce manteau, ce sera un niveau quand même moyen, voire avancé.
bilan de cette première toile, il y a des améliorations à apporter. En même temps, je le savais, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment trop d'excédent de tissu au niveau de l'emmanchure. Donc, vraiment, la manche raglan, il y a un excès, il faut vraiment en enlever. Je me suis à nouveau appuyée sur les photos de Cézanne pour pouvoir redessiner les lignes de couture pour la manche raglan parce qu'elles étaient un peu trop hautes comparées aux photos. Et enfin, j'ai également éliminé les pinces parce qu'elles étaient vraiment devenues tellement amples que ça faisait un effet tente. Donc, j'ai juste redéfini où étaient les pinces et je vais les enlever dans le patron. Donc, il n'y aura pas des pinces cousues sur la version finale. Je vais directement les extraire sur le patron. Ça y est, je viens de finir de redessiner l'intégralité des patrons par rapport aux modifications que j'avais déterminées. Donc pour rappel, j'ai fermé en fait les pinces parce que du coup ça faisait un peu trop oversize pour le coup. Donc j'ai récupéré la pince et pour éviter d'avoir un surplus par ailleurs, j'ai fait en fait, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai une pince pivotante, ce qui permet de tout fermer. Et alors attention, par contre, ça a un peu enlevé de la matière à ce niveau-là, parce que forcément en refermant, ça fait un bec, donc je l'ai réaligné, c'est-à-dire que j'ai perdu un petit peu. Je pense pas que ce sera un problème, parce que j'avais beaucoup de tissu sur l'épaule, donc je pense qu'en faisant ça, ça marchera toujours. Quoi qu'il en soit, j'ai prévu de faire une toile, donc on le verra bien avant de passer sur le tissu final. J'ai fait la même chose donc sur le devant, c'était le dos, je l'ai pas précisé. Mais sur le devant, pareil, j'ai refermé la pince. Alors, je ne l'ai pas fermée en totalité, bien entendu. Les pinces, l'objectif, c'est quand elles sont totalement fermées, ça galbe toute la taille. Donc, c'est juste que je l'ai un peu resserré pour avoir moins d'aisance en dessous de la poitrine. Histoire que ça finisse pas en mode tente. Pour la manche, là, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai plus qu'une seule pièce. J'en ai plus deux, comme c'était le cas initialement. Parce que je voulais justement ne pas avoir de couture. Sur le modèle de Cézanne, il n'y avait pas de couture ici. Je voyais pas au niveau de l'épaule, mais il est tout à fait possible qu'il y avait juste une couture à ce niveau-là. Ça arrive en fait que c'est juste une pince qu'on fait à ce niveau-là. Mais je suis pas convaincue parce qu'en fait, le col remontait que jusque-là. Et pour que ça fonctionne, il aurait fallu vraiment que la couture aille au moins jusqu'ici. Et j'avais vraiment pas du tout de couture sur les photos. Donc je soupçonne en fait qu'ils ont donc découpé, c'est ce que j'ai fait. Et en gros, ils ont pivoté, c'est-à-dire que ils ont fermé la pince en haut. Ils l'ont ouvert ici, donc du coup on n'a plus qu'une seule pièce. Alors par contre ça faisait une très large pièce parce que j'avais donc ici automatiquement 12 cm, ça correspond à 12 cm. Ça risquait de faire vraiment très grand. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai enlevé la moitié de la pince, donc j'ai enlevé 3 cm de part et d'autre, et j'ai redressé les lignes ici. Et bien entendu, j'ai également équilibré, en faisant attention bien sûr à ma pince de coude qui est ici. Donc maintenant que toutes les pièces ont été redessinées, en plus j'ai cette fois fait attention à rajouter ma marge de 1 cm histoire de ne pas me faire avoir deux fois, je peux tester à nouveau. Ça y est, alors je viens de faire ma seconde toile avec les modifications sur le mannequin. C'est plutôt nickel comme vous pouvez le voir, aussi bien de haut que de dos. Alors déjà, première chose, comme vous pouvez le voir, les coutures sur l'extérieur, en fait, je me suis pas rendu compte, mais j'avais cousu pour le mettre à gauche. Donc pour pouvoir mettre avec mon bras qui lui n'est que à droite, je l'ai donc mis à l'envers, mais ça gêne pas, on voit bien comment se pose le haut du trench. C'est pas trop mal. Sauf que quand je le porte sur moi, j'ai beaucoup plus de plis ici. C'est comme si en fait finalement j'avais peut-être pas assez d'arrondi sur moi comparé au mannequin. Parce qu'effectivement là, j'ai pas forcément la même épaule. Et je trouve que j'ai beaucoup plus de plis quand je le porte comparé au mannequin. Le mannequin vraiment il est nickel, parfait. Mais sur moi, ça donne pas le même effet en fait. Donc je me pose la question, est-ce que je dois
encore accentuer l'arrondi ici, c'est-à-dire qu'il faut que je retravaille les manches parce que du coup, comme c'est plus qu'une seule pièce, il faut que je arrondisse un peu plus cette partie-là. Ou est-ce que c'est peut-être juste le tissu? Parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Là, ce mannequin, il n'est pas mobile, il bouge pas, donc forcément ça se pose bien, mais sur moi, comme je bouge, peut-être que ça fait cet effet de pli. Et ce tissu-là, il est vraiment très... c'est une toile, donc ça marque énormément les plis, moins de mouvement. Et si je porte un tissu un peu plus light, probablement ce sera mieux. La gabardine, c'est censé être le tissu qu'on utilise pour un trench, et il réagit un peu comme ce tissu, c'est-à-dire qu'il marque énormément, il est très structuré, il est assez rigide, donc il va aussi marquer les plis. Bon, je vais réfléchir un peu, peut-être faire quelques tests avec d'autres tissus. Comme on dit que la nuit porte conseil, je vais me laisser justement la nuit, il est déjà 22h passées, pour déterminer est-ce que je dois encore continuer à modifier ou si je fais un test avec un autre tissu. Même si je le sais bien que la gabardine va probablement réagir assez similairement à ma toile, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quand même un peu plus de drapé et que ça passe un peu mieux. Parce que la toile, c'est pas forcément ce qui est le plus représentatif en termes de tombée, de drapé, etc. Donc je vais me donner la nuit pour y réfléchir et on verra bien demain. Je viens de tester directement la veste sur moi parce que forcément le mannequin n'était pas super représentatif. Et sur moi, tout de suite, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait pas mal de plis sur la manche raglan. L'avantage quand vous portez sur vous directement le patron, c'est que vous pouvez donc repérer où sont les surplus de plis et les épingler. Donc maintenant que je les ai tous épinglés, on a clairement vu qu'en fait finalement j'avais un peu trop d'excès de tissu sous la partie qui s'enroule sous le bras. Donc en faisant une pince aussi bien devant et dans le dos sur la manche raglan, tout de suite j'ai perdu mon excès de tissu. Alors j'ai bien fait attention en fait à porter un pull assez épais tout pour ne pas enlever trop de matière parce que c'est le risque. On cherche quand même à avoir une veste oversize et si j'enlève trop de matière, je peux très vite me retrouver un peu trop engoncée avec mon pull à l'intérieur. Donc là j'ai fait bien attention à avoir un pull en dessous de la veste pour pouvoir corriger sans trop en enlever. Et vous remarquerez également dans le dos, j'ai réajusté le buste dos, notamment la ligne de taille, elle était beaucoup trop basse. Donc là, normalement, ça doit être correct. Je vais déjà donc les marquer au feutre tout le long de là où j'ai épinglé. Ensuite, je les reporte sur le patron et je découpe la deuxième moitié de la veste, ce qui rendra aussi les CH plus simples parce que je vous le dis, faire mes modifications avec une demi-veste, c'était bien galère. C'est-à-dire que là, en fait, je m'étais fait une petite to-do list de toutes les actions que je devais mener. On avait le col. Je me suis servi en fait des instructions de Hélène Joseph Armstrong. Donc c'est le Pattern Making for Fashion Design. J'ai suivi ces instructions-là. Donc, je crois que c'est un col classique pour chemise, mais ça marche donc aussi bien pour le manteau vu que c'est un col assez droit avec... c'est un pied de colle sur lequel s'enrouler. Voici ma première version que j'avais déjà testée sur une toile, c'était un peu court, donc j'en ai fait une deuxième où j'ai augmenté la hauteur parce que c'était un peu court. Donc on est sur une version plus haute de 1 bon centimètre, voire 1,5 cm environ. Mon col, il est trop ample, en fait il s'éloigne trop du cou. C'est pas joli du tout. Si je fais une petite pince, là, normalement, ça va un peu plus épouser le cou et ça va me faire un peu plus. Donc je pense qu'il faut que j'arrondisse en fait un peu plus mon col comme ça. Et là tout de suite, vous voyez, hop, si je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, tout de suite le col, il épouse un peu plus mon cou.
il s'arrondit un peu mieux. Et là après il redescend dans le milieu, donc c'est censé être porté comme ceci quand ce sera fermé. Ça reste donc toujours un peu oversize, donc ça c'est ok. Je vais le dessiner, on verra bien comment ça donne. Bon, on va faire un test. Alors si vous posez la question qu'est-ce que j'ai fait, c'est tout simplement que je me suis épargné une étape de deuxième version de toile en utilisant directement la version papier que je venais de dessiner. L'objectif c'était de vérifier que mon pied de colle était bon, donc comme vous pouvez le voir c'est bon, ça épouse beaucoup mieux le cou. À ce niveau-là c'est bon. J'avais pas du tout drafté la partie colle qui s'enroule, mais c'est pas gênant parce que du coup ça m'a permis de me rendre compte tout de suite, hop, il a fallu que j'ouvre un petit peu ici pour avoir un peu plus d'aisance pour que ça s'enroule correctement sans faire de plis. Et ça m'a permis de déterminer aussi la longueur, c'est-à-dire que là tout ce que j'ai replié c'est là où doit s'arrêter mon col. Donc je vais juste mesurer les écarts que j'ai là sur les ouvertures que j'ai pratiquées dans le col. Et je saurai qu'il faut que j'élargisse, donc je pense là il y a à peu près 0,75 en total à élargir sur le col en entier. Et je vais reprendre cette longueur-là pour déterminer la longueur du col. Donc maintenant que je sais à peu près où est-ce que je dois aller par rapport à mon col, le pied de col il est bon, je vais redrafter toute la pièce en incorporant toutes les mesures que je viens de déterminer. Et je vais passer sur une vraie toile de colle cette fois, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai redessiné, je vais vraiment découper dans le tissu la pièce en entier, pas la demi-pièce. Et surtout, je vais l'enfiler sur moi pour vérifier comment ça rend réellement sur une vraie personne, parce que mon mannequin n'est pas 100% ma silhouette. J'ai le cou un peu plus en avant par rapport à elle, donc ça peut avoir un impact. Bon, j'ai laissé reposer ma toile pendant 3-4 jours, c'est-à-dire que je l'ai fait le col le mercredi, on est aujourd'hui samedi, et je l'ai laissé de côté parce que j'avais un peu des doutes à savoir quelle modification je retenais. Si vous regardez bien, ici c'est ma manche raglan avant modification. Il y a des plis, mais finalement, bon, elle tombe pas trop mal. Et maintenant, la manche qui a été modifiée, comme vous pouvez le voir, en fait, ça rebique énormément dans le dos. C'est-à-dire que dès que là je bouge un peu, hop, ça me fait un peu bossu Notre-Dame, bonjour. Et donc je sais pas si je dois conserver cette modification parce qu'il est possible qu'en fait cet effet soit lié au fait que il n'y a pas assez de tissu dans le dos, vu que pour rappel mon trench va jusqu'en bas normalement. Donc il n'y a peut-être pas assez de poids et donc ça tire pas suffisamment le tissu vers le bas. Donc il est possible qu'une fois que je passerai avec mon prototype avec la bonne longueur, j'aurai plus ce problème là et ça tombera, ce sera nickel au niveau de la manche. D'autant que dans mon prochain prototype, j'ai prévu d'utiliser un tissu en laine, donc on va avoir du poids, mais également un peu plus de drapé, parce que là, on est sur une toile, c'est assez rigide quand même. Autre problème, c'est qu'à terme, le trench, c'est censé être cousu plutôt dans une gabardine. En termes de rigidité, c'est assez proche de ma toile. Donc je risque de me retrouver avec le même problème. Donc j'ai bien envie de faire en fait un mix, c'est-à-dire que je vais conserver le raglan, la forme du dos telle qu'elle était à l'origine, parce que comme vous pouvez le voir, donc la version d'origine dans le dos, ça va, on a moins cet effet Quasimodo, ça rebique mais beaucoup moins, et donc avec le poids du tissu, c'est certain que ça tombera bien droit et propre. Par contre sur le devant de ma manche raglan ici, vous voyez, il y a beaucoup de plis, et j'avais corrigé, donc on voit ici, où j'avais donc fait une petite pince pour enlever cet excès de tissu, et du coup ça retombe bien droit. Et effectivement, quand on regarde ici, ça retombe un peu mieux. Donc je pense qu'en fait, je vais conserver juste la modification du devant de la manche raglan, mais pas celle du dos. Comme ça, on aura un mix. On aura dans le dos quelque chose de moins effet bossu, ça tombe plutôt bien. Et devant, on aura donc la manche qui, hop, tournera un peu mieux et sera donc un peu mieux positionnée avec moins de plis. Je pense que je vais retenir cette solution-là. Et comme ça me permettra d'avancer, donc parce que ça fait quand même 3 jours que je me pose la question, est-ce que je suis satisfaite ou non de ma toile? J'arrivais pas à décider si j'étais contente de ma toile ou pas, alors que bon, dans les grandes lignes, ça match, on est d'accord, non? D'ailleurs, il y a encore un petit truc qu'il faudra que je retravaille. Vous vous rappelez, donc j'avais fait des élargissements de mon patron de base pour adapter pour un manteau, selon les directives de mon livre de patronage. Sauf que je me rends compte qu'au niveau du col, il est beaucoup trop large. Il n'y avait pas besoin en fait de l'élargir à mon sens. Je suis allée comparer donc avec la version Cézanne et clairement au niveau Cézanne, le col épouse quand même pas mal le cou. Donc l'élargissement que j'ai rajouté ici, qui était de 1,5 il me semble,
Je pense pas que ce soit nécessaire, donc je vais remodifier mon encolure pour la remonter à 1,5, voire même à 2 à ce niveau-là, parce que je trouve que c'est vraiment très très bas. Donc ce qui veut dire que si je change mon encolure, il faudra aussi que je change un petit peu mon col. C'est pas ce qui m'inquiète le plus. Mais ça devrait pas être plus impactant que ça, parce qu'en fait, il faut juste raccourcir le col, vu qu'à mon avis, mon encolure va être un peu plus courte, vu qu'elle va être un peu plus resserrée. Qu'est-ce qu'il me reste à faire là pour passer sur l'étape du prototypage? Déjà, il faut que je détermine la longueur que je veux qu'est mon prototype final. Alors j'ai déjà fait une petite estimation et je me suis rendu compte qu'en rajoutant 84 cm, donc là je vous mets le mètre, je sais pas si vous voyez vers le bas, j'ai rajouté en fait une pince crocodile à 84 cm, peut-être que vous arriverez à le repérer ou pas, j'en sais rien. Déjà vous voyez même pas le bas. Voilà, à 84 cm, ça tombe vraiment juste au-dessus de ma cheville. On est vraiment juste au-dessus de la cheville. Vous voyez probablement pas la pince parce que c'est pas forcément la meilleure définition. Mais là, en fait, en rajoutant 84 cm sur le devant, ça fait vraiment la longueur complète du manteau. Donc je pense que je vais rester sur cette base-là. Par contre, je vais pas le faire version papier, ça me ferait gaspiller énormément de papier pour pas grand-chose, vu qu'il s'agit juste de rallonger de 84 cm les lignes du patron. Et rien de plus, parce qu'il n'y a pas de centrage au niveau de la taille ou quoi que ce soit. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est que je vais digitaliser ces pièces de patron-là, je vais faire les modifications que j'ai prévues sur le col et sur la manche directement sur la version digitale, et puis je rajouterai 84 cm, c'est tout. Ah, vous allez me dire, mais Alexandra, tu pourrais très bien te contenter en fait, de rajouter les 84 cm en plaquant ton patron haut et en mesurant directement sur le tissu. C'est vrai, je pourrais faire comme ça. Le problème, c'est que j'ai à peine 3 mètres de tissu pour mon prototype et je ne sais pas si ça me suffira. Ça va me permettre de simuler en fait le positionnement des pièces de patron sur la laisse de mon tissu en version digitale, me rendre compte quel est le meilleur positionnement et surtout, est-ce que j'ai assez de tissu pour mettre l'intégralité de mes pièces dessus en fait. S'il s'avère que c'est pas le cas, ce sera pas très compliqué, je réduirai juste ma longueur. Au lieu d'avoir un manteau qui va jusqu'en bas au niveau des chevilles, ce sera peut-être mi-mollet ou genou, on verra bien. Je pense que ce sera plus long que le genou quand même parce que j'ai 3 mètres, ça devrait me permettre de le faire. Je pense qu'on peut officiellement dire que j'ai fini la phase de la toile, donc il reste à passer maintenant sur la phase de prototypage, et là il y a encore pas mal de boulot. Il faut que je digitalise et je modifie mon patron. Tout ce qui concerne la parmenture et la doublure, ça c'est assez simple. En fait, elles sont déclinées à partir des pièces de patron. Donc ça, je vais le faire sur la partie digitale. Pour les parties poches, je vais tout simplement attendre d'avoir monté la première coque du manteau pour déterminer où positionner les poches. Et bien sûr, il y a encore toute la partie finition, déterminer comment monter correctement le vêtement, avoir les bonnes instructions, qu'elles soient le plus claires possible. Bref, il y a du taf en fait. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là et on se retrouve dans 2 semaines pour parler du prototype. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Bye bye!